Salut! Alors là, on va parler d'un sujet qui va mettre pas mal de gens mal à l'aise, mais croyez-moi, qui touche beaucoup de personnes qu'on pense. Ce sont les troubles sexuels. Oui, je sais que c'est pas le truc qu'on parle au café du coin avec mamie Jacqueline, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de cela avec une sexothérapeute qui est Julie Nelia. Is there any such thing as an aphrodisiac? Yes. Okay, so we Any need that list. aphrodisiac is in your brain. Sex doesn't take care between the waist and the knees. Sex takes care in the brain. Ça vient de Ruth Westmeyer et c'est une sexologue. L'éjaculation précoce, l'anorgasmie, les pannes d'érection, le vaginisme, l'arrivée d'un enfant, bref, tous ces termes pour vous dire que votre corps vous dit non, mais que votre tête dit oui. Aujourd'hui, on va vous rassurer, vous donner clé compréhension et surtout vous expliquer pourquoi il faut consulter, parce que non, ce n'est pas la honte, c'est même très intelligent de votre part. Alors, qui est Julie ? C'est une sexothérapeute pas comme les autres. C'est ce genre de personne qu'on aimerait avoir à côté de nous quand la vie intime devient compliquée. Après s'être recherchée, elle a trouvé sa vocation, aider les personnes en doute sur eux-mêmes ou sur leur couple, ainsi que celles et ceux qui veulent s'explorer au-delà du modèle traditionnel du couple. Et j'accompagne également sur d'autres problématiques un peu plus générales comme la fluctuation de la libido, l'infidélité, les douleurs, enfin bref, tout ce qui touche à l'intime et aux relations de couple. Je consulte exclusivement en visio, donc comme ça je peux accompagner des personnes partout en France, même dans d'autres pays, ça m'arrive, tant qu'ils parlent français, voilà. Et j'ai une approche bienveillante, j'espère le plus bienveillant possible, sans jugement, inclusive. Voilà, j'accompagne tout le monde, quel que soit le parcours ou les problématiques des personnes qui viennent me voir. Parlons chiffres, parce que oui, vous n'êtes pas les seuls, et je peux même me mettre dedans, c'est pour vous dire. C'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Sachez que les troubles sexuels sont beaucoup plus communs que ce qu'on le pense. Et ça, quel que soit l'âge ou encore la situation, tout simplement, le genre. Il faut savoir que, selon des études, 79% donc des Françaises ont du mal à atteindre la jouissance et tout simplement aussi l'orgasme, selon l'IFOP. Et ça date de 2023, donc c'est hyper récent, dans l'étude Les Françaises et l'orgasme. Autre statistique que je peux vous donner, environ 20 à 30% des hommes souffrent d'éjaculation précoce. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus commun que ce que l'on pense, et si ça se trouve, vous avez des connaissances qui ont aussi ce problème-là. Oui, alors le chiffre pour les femmes, il est très intéressant parce qu'il diffère si la femme est en couple hétéro ou en couple homo. Et du coup, ça c'est vraiment très intéressant de voir que le plaisir de la femme va vraiment être au cœur des couples homosexuels et que finalement dans les couples hétéros c'est un peu plus compliqué. Ça va, voilà, parce que la pénétration est au cœur de ces rapports, et du coup voilà, je trouvais ça très intéressant à préciser. Et pour l'éjaculation précoce, les chiffres ils sont effectivement, j'ai à peu près les mêmes chiffres, mais après c'est assez peu fiable parce que t'en as beaucoup qui vont même anonymement qui vont pas oser l'avouer. Et certains vont pas en parler parce que c'est arrivé une fois et du coup voilà, ils veulent pas enfin voilà, on sait pas trop dans ces études si c'est un problème récurrent ou si c'est un problème que cette personne a eu une fois dans sa vie et ouais, c'est ça, exactement. Ok, je comprends mieux, mais au vu des chiffres, ça veut dire que presque tout le monde galère ? Exactement, Raven, c'est pour ça qu'on a fait cet épisode, puisque si tout le monde est concerné, pourquoi on en parle si peu et pourquoi on continue à se sentir seul avec nos problèmes ? Eh bien, la réponse c'est la honte, ça peut être aussi la culpabilité, mais surtout le manque d'informations. Quand j'entendais l'expression faire l'amour, waouh, c'est beau, c'est doux. On s'imagine pas les quatre fers en l'air en train de faire un créneau, hein ? Stop, doucement, vas-y. Non, ça passe pas. Ok, parlons peu, parlons bien.
l'éjaculation précoce. Déjà, c'est quoi exactement ? Non, parce que monsieur qui éjacule en 4 minutes peut penser qu'il y a un problème. Alors que, selon la définition médicale, c'est pas forcément le cas. Oui, c'est ça. En fait, l'éjaculation précoce, ça va reposer sur 3 critères. Donc, ça va être moins d'1 minute de pénétration, voire pas de pénétration du tout. L'éjaculation arrive avant la pénétration. Le deuxième critère, c'est qu'on ne peut pas contrôler cette éjaculation. Et le troisième critère, ça va nous apporter de la souffrance, soit personnelle, soit relationnelle avec notre partenaire. Et après l'éjaculation rapide, c'est plus difficile à définir parce que ça va être l'incapacité d'avoir un rapport satisfaisant en termes de temps. Donc là, ça va être vraiment variable d'un individu à l'autre. Il y en a qui vont se mettre des objectifs de 40 minutes qui sont très peu souvent atteignables parce que la moyenne d'une pénétration, c'est 5 à 7 minutes. Donc voilà, c'est quand même assez rapide et pourtant, pour certains, c'est insatisfaisant parce qu'ils ont des critères de performance beaucoup plus élevés. Attends, donc techniquement, si je tiens plus de 2 minutes, je suis dans la norme ? En fait, ça dépend parce que l'important, et ce qu'on dit de façon factuelle, c'est que les sexologues estiment que le temps de coït devrait idéalement se situer entre 7 et 13 minutes. Mais on parle bien du temps de pénétration et pas de tout le rapport. Donc, en fait, le plus important, c'est que toi et ton ou ta partenaire, vous soyez satisfaits. Si tu éjacules en l'occurrence en 2 minutes, mais vous êtes tous les deux contents, techniquement, il n'y a pas de problème. C'est comme une pizza. Peu importe le temps de cuisson, du moment qu'elle est bonne. J'ai un complice qui est rapide, il aimerait que ça dure plus longtemps, mais il est tellement dans l'excitation, il a tellement envie que ça part trop vite. Et après, il en est désolé et il est un peu triste, quoi. Mais je lui dis que c'est pas grave et que c'est un tout, en fait. C'est la rencontre, c'est les moments qu'on passe ensemble. C'est pas la pénétration, le but, mais ça le frustre quand même. C'est, je pense, même stressant pour les hommes. Parce que derrière, en fait, on peut se poser des questions en disant mais si ça se trouve, ça va couper peut-être la relation ou ça va peut-être couper ce moment de coquinage et du coup, c'est pas satisfaisant. Et effectivement, les hommes ont plus tendance à dire que la pénétration, c'est ce qui est le plus important, alors que pas du tout. Mais effectivement, de ce côté-là, c'est arrivé avec un de tes complices, mais avec aussi pas mal d'autres mecs. Enfin, même presque tous, ouais. Mais il y a d'autres moyens, oui, c'est ça. Je m'arrête pas qu'à la pénétration non plus. Bah oui. C'est un tout. C'est un tout. C'est exactement ça. C'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Bon, maintenant qu'on a posé donc les bases, rentrons dans le vif du sujet. Les troubles sexuels sont liés principalement au mental. Oui, je sais, c'est pas ce qu'on souhaite vraiment entendre. On préférait que tout le monde ait une petite pilule magique qu'on prend et hop là, problème réglé. Mais en réalité, le plus gros organe sexuel qu'on possède, c'est le cerveau. Dans l'idéal, un intellectuel sportif. Ça peut être lié à tout ce qui se passe dans notre tête. En fait, le corps est vraiment lié à ce qui se passe dans notre tête. Et alors, pour avoir du plaisir dans la sexualité, c'est souvent, ça vient de la tête en premier lieu. Donc, ça va être des disputes avec le couple, des problèmes au travail, des problèmes avec les enfants, une vision de son corps qui est différente ou de pas aimer son corps qui change avec la vieillesse, avec une prise ou une perte de poids. Voilà, ça peut être très large. Généralement, c'est multifactoriel. Ça vient pas d'une seule problématique. C'est généralement lié à plein de choses. L'anxiété est l'ennemi numéro 1 de la sexualité. Quand tu stresses, ton cerveau active le système nerveux sympathique. Le mot est sympa, mais c'est celui de la survie et du danger. Donc à ce moment-là, ça sécrète de l'adrénaline. Or l'adrénaline, c'est l'hormone qui ferme tes artères, qui met ton corps en mode fuite, et le résultat, le sang n'arrive plus correctement dans tes organes génitaux. Et donc pour messieurs, ça donne des difficultés d'érection, et pour mesdames, des difficultés à lubrifier, et donc la montée de l'orgasme devient aussi difficile. Et le pire dans tout ça, c'est que ça crée un cercle vicieux. Tu as une panne une fois, tu stresses du coup pour la prochaine fois.
Et ce stress provoque une nouvelle panne, et tu stresses encore plus, et ainsi de suite. C'est comme vouloir s'endormir en se disant « faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme ». Plus t'y penseras, moins ça marchera. Je pense que vous l'avez toutes et tous vécu un jour dans votre vie, mais lorsque je vous montre ce petit produit que vous utilisez quasiment toutes et tous, et bien vous vous dites « ah, ça me rappelle peut-être un mauvais moment ». Souvenez-vous, vous déchirez la capote, vous prenez la capote, vous essayez, là vous êtes à fond, et merde, fait chier, j'ai débandé. Et bah ça, effectivement, ça peut aussi créer de l'anxiété de performance, mais aussi et surtout un petit problème qui va rester longtemps dans votre cerveau. Je sais pas si tu te souviens, il y a 3 ans, c'était à Noël. L'anxiété de la performance, ça va être la peur de pas y arriver, ou d'arriver trop vite pour l'éjaculation précoce. Du coup de pas satisfaire le ou la partenaire. Donc en fait ça va, si tu veux, ça va bloquer le corps, ça va créer des tensions musculaires, le corps va être très en tension et là ça va transformer l'acte sexuel en épreuve au lieu d'être un espace de plaisir. Et donc comme on disait, on va se retrouver à se développer des troubles sexuels, ce qui fait qu'on va encore plus stresser pour la fois d'après, ce qui fait que nos troubles sexuels vont encore plus être présents et évidemment ça tourne dans la tête avant, ça tourne pendant, ça tourne après, ça tourne quand on est au boulot on y pense, etc. Et là dans ce cas-là ça va être au partenaire de vraiment être dans un accueil bienveillant de cette personne, comme tu disais tout à l'heure, de vraiment lui dire c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la rencontre, c'est la chimie qu'il y a entre nous. En plus, on peut faire de la sexualité sans avoir besoin de passer par là. Voilà. Et le problème, c'est que généralement, quand on est dans ce cercle sans fin là, on anticipe ce que l'autre va dire, on anticipe ses jugements. Même s'il nous rassure, on se dit non, elle nous rassure pour faire plaisir, mais en fait, elle ou il pense le contraire. Donc là, vraiment, ça va être le corps qui en fait va avoir une réaction adaptative à tout le stress qu'on a dans la tête. Le corps, il va parler, le corps, il va dire ce qu'on n'arrive pas à voir, ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'on n'arrive pas ce qu'on n'arrive pas à dire. Et donc, encore une fois, ça va être la thérapie qui va aider à mettre le doigt sur les causes. Du coup, comme je dis encore les causes parce que c'est vraiment souvent plusieurs causes et ça va donner, la thérapie va donner des outils pour revenir à plus de plaisir et plus de fluidité. On a beaucoup parlé du mental, c'est vrai. Mais il y a aussi des causes bien physiques qui peuvent foutre le sbeul dans la sexualité, notamment les médocs. Pardon. Il y a certains médicaments qui sont des tue-l'amour. Vous avez bien sûr les antidépresseurs qui peuvent donc provoquer des difficultés d'érection chez les hommes et des problèmes de lubrification chez les femmes. Et pour les deux, des problèmes de troubles de l'orgasme ou de la jouissance. Vous avez aussi donc les anti-hypertenseurs, donc ça c'est pour ceux et celles qui font de l'hypertension, notamment par les bêta-bloquants et par les diurétiques qui peuvent aussi donc provoquer des dysfonctionnements érectiles. Dans certains cas, vous avez aussi donc les contraceptifs oraux, ce n'est pas systématique, mais certaines femmes qui prennent la pilule peuvent aussi donc avoir une production de testostérone qui sera réduite et donc avoir une diminution de la libido. Et pour citer d'autres, par exemple les neuroleptiques qui augmentent aussi donc la prolactine et qui inhibent les hormones sexuelles. Et puis, il y a aussi les déséquilibres hormonaux. Des variations d'œstrogènes chez mesdames, notamment à la ménopause, qui peuvent causer sécheresse vaginale et baisse de désir. Et chez les messieurs, une baisse de testostérone qui peut entraîner une diminution de la libido et troubles de l'érection. Oui, alors la ménopause, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'à ce moment-là, elles n'arrivent plus à lubrifier, donc si on ne prend pas une lubrification autre avec un lubrifiant acheté dans le commerce, il va y avoir une pénétration avec douleur, donc on va arriver sur une appréhension du prochain rapport, et donc là on arrive dans du vaginisme et donc
et voire de l'anorgasmie, enfin voilà. Et t'as aussi donc l'andropause pour les hommes, on n'en parle pas souvent. Donc l'andropause, c'est le pendant masculin de la ménopause qui arrive vers 50-55 ans. Et là aussi, il y a une baisse d'hormones, donc de la testostérone, et qui va créer généralement des troubles de l'érection, donc plus difficile de bander, etc. Et donc, encore une fois, ça va être la même chose. On va rentrer dans un cercle où on se dit qu'on n'y arrivera plus jamais, que ça devient des épreuves. Voilà. Tu parlais de la dépression, c'est hyper intéressant parce que la dépression en tant que telle, elle va jouer sur notre cerveau parce qu'on a des idées noires, on est triste, on est apathique, etc. Et en plus de ça, on vient par-dessus mettre des antidépresseurs qui eux ont des effets secondaires sur la libido et sur plein d'autres choses. Donc là, pendant une dépression, c'est c'est aux gens de juger si la sexualité elle peut attendre. Généralement, c'est ce que les gens font en se disant là, on va se concentrer sur la guérison et en reprenant une sexualité épanouie après. Mais auquel cas, y a les thérapeutes qui sont là aussi pour aider à traverser cette période, que ce soit la dépression en tant que telle ou la sexualité dans la dépression. Et pour les hormones, effectivement, pour les femmes, tu as beaucoup d'hormones beaucoup de variations d'hormones entre le cycle menstruel, entre la grossesse, le postpartum, la ménopause, il y a tout le package. Et aussi, on peut parler de la transition de sexe quand il y a une prise d'hormones de synthèse pour changer de sexe, ça peut aussi grandement influencer la sexualité. Sans oublier donc les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'obésité, la sclérose en plaques. C'est génial! Toutes ces maladies qui peuvent avoir donc un effet direct sur la sexualité, tant sur une atteinte physique ou sur l'impact émotionnel de vivre avec une maladie chronique. Forcément, quand il y a un des partenaires qui galère, c'est tout le couple qui trinque. Et avec les non-dits, les frustrations accumulées, ça crée des tensions. On évite les câlins, les bisous, de peur que ça mène à un rapport, et on se sent du coup seul, incompris, rejeté. Un autre trouble qui peut aussi poser problème, c'est l'accouchement et le postpartum. Comment récupérer sa libido et comment ne pas avoir peur de recoucher après avoir accouché? C'est sûr que le postpartum il va y avoir un petit peu comme un bruit de fond de il faut reprendre une sexualité, il faut avec tout ce qu'il y a autour, il faut être une bonne mère, il faut être en forme, il faut être jolie, nanana, et en même temps reprendre la sexualité. Et par exemple, ça va être on va sentir cette pression à travers des phrases toutes faites, comme par exemple il faut reprendre une activité sexuelle rapidement, ton pauvre mari, pense à lui, il attend. Même nous-mêmes, on va se culpabiliser en disant je devrais, ou c'est pas normal d'être comme ça. Dans la culture, dans les films, on voit des mères qui se remettent de leur accouchement en 2 jours, et alors que c'est pas du tout vrai. Et également, je pense qu'il faudra un petit peu plus ouvrir par exemple, quand les personnes qui viennent d'accoucher vont voir médecin, pédiatre ou quoi que ce soit, un petit peu plus ouvrir le dialogue, parce que ça va être des questions comme est-ce que vous avez repris votre sexualité, au lieu de dire comment est-ce que vous vous sentez dans l'intimité en ce moment. Ouvrir des questions un petit peu plus larges, et également avec le ou la partenaire, garder toujours cette intimité non sexuelle. Donc l'intimité non sexuelle, ça va être ça peut être plein de choses, ça peut être des discussions profondes, ça peut être juste se regarder dans les yeux et ne rien se dire, ou se dire des choses, des paroles valorisantes comme je suis fière de toi, t'es un bon papa, t'es une bonne maman, etc. Ça peut être faire du pot à pot, ça peut être plein de choses de l'intimité sans que ça passe forcément par la sexualité, mais toujours garder ce lien qui permettra ensuite, quand il y aura moins de fatigue, il y aura moins de stress, de pouvoir reprendre une sexualité
facilement et que ça se fasse naturellement. Maintenant, donc, parlons des personnes qui sont dans des milieux non conventionnels, comme des couples libres, des couples ouverts, des couples qui pratiquent le libertinage. Eh bien, vous avez donc des fois des plaisirs différents en fonction de la personne, et ce genre de plaisir, qui est peut-être différent, ou même supérieur par rapport à votre partenaire habituel, bah, ça peut créer de la culpabilité, de la confusion, mais aussi de la jalousie. Tengo la boca seca. ¿Ustedes no? Yo tengo sed, pero no de mezcal. Un momento. No, pues. Mejor vamos al cuarto. Sabes que te quiero, ¿verdad? Esto solo es sexo. Ouais, complètement. Ça va vraiment, de mon point de vue, ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on ouvre le couple. Est-ce qu'on va vraiment en parler avant ou est-ce qu'on va tout d'un coup faire y aller sans préparation, on va dire. Pour moi, il y a... Après, c'est peut-être moi qui ai besoin de ça, mais je pense qu'il faut vraiment une préparation en amont où on va vraiment discuter de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Peut-être ça paraît un peu rigide, mais en fait, c'est justement ce cadre qui va permettre de se donner en toute confiance, parce qu'on sait que chacun est au clair avec ses règles et que on sait que normalement il transgressera pas, et que si c'est transgressé, en fait, c'est parce qu'il y a eu un problème de compréhension sur la règle ou une règle trop rigide pour l'un des deux. Et également, on n'y pense pas, mais aussi justement en parler en amont de si on transgresse ces règles, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on se quitte? Est-ce qu'on en reparle? Qu'est-ce qu'on fait, parce que si on en parle au moment où la règle a été transgressée, c'est un peu tard, parce que là on va être dans beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, de jalousie, de ressenti, etc. Donc c'est un peu tard. Donc pour moi, ça va vraiment être ce qui va faire la différence entre le couple qui va tenir et celui qui va pas tenir. Après, il y a des exceptions comme partout, mais ça va être vraiment cette préparation. Et évidemment, beaucoup de discussions, que ce soit avant, mais aussi pendant, après. Je pense que je vous apprends rien, mais la communication dans ce genre de milieu, c'est vraiment le plus important. Et accueillir les émotions de l'autre, parce que des fois, nous, on a passé une super soirée, pas l'autre. Accueillir, le comprendre pourquoi, qui n'a pas été. Et également très important de savoir refermer son couple à certaines périodes. Quand il y a une grossesse, par exemple, il y a beaucoup de couples qui ne veulent pas copiner à ce moment-là, en période de deuil, en période difficile. Enfin voilà, savoir aussi qu'il y a une porte de sortie et qu'on a le droit de la prendre. Tu vois bien qu'il t'aime pas moins, tu vois bien qu'il s'éloigne pas de toi, la complicité, certes, est différente avec elle, mais elle n'altère pas la nôtre, elle est toujours aussi forte, aussi intacte, et le fait de rester moi-même, parce que c'est ce qu'il aime en moi. Donc non, j'ai fini par dire à mon esprit, et alors en fait, y a pas de raison. Stop, j'ai envie de le prendre et de dire mais stop en fait, tais-toi avec toutes ces questions, parce que j'ai pas besoin de ça dans ma tête. Et je disais, mais je vois mon homme être lui-même, s'épanouir, et c'est quelque chose de magique, de beau, moi j'adore ça. Et c'est ce qu'on s'était permis aussi. Mais je pouvais pas lui interdire cela. Tout comme moi, de mon côté, je me suis explorée, il m'a donné carte blanche. Ma femme l'a eu une fois avec une autre femme, et j'étais plus heureux parce que je l'ai senti vraiment se lâcher prise, et je l'ai senti en fait en connexion avec elle. Et c'est vraiment plus fort en fait dans tout cela. Pour moi, c'est super beau ces moments-là. Et le libertinage, c'est ça. C'est se découvrir, explorer de nouveaux plaisirs, tout en restant un couple solide, uni et surtout complice. Comme je l'ai dit donc dans l'épisode 19 donc sur la jalousie, que vous retrouverez donc juste ici, c'est ce qu'on appelle la jalousie d'expérience. C'est une inquiétude que le partenaire vive en gros des moments plus intenses avec d'autres. Cette inquiétude donc peut créer du stress qui lui-même du coup va aussi créer des troubles sexuels. C'est donc le serpent qui se mord la queue. Ça doit faire mal ça.
Alors, on sait que lorsque ça va pas, il faut consulter, mais dans les faits, seuls 10% donc des personnes qui ont des troubles sexuels osent consulter un professionnel. Pourquoi ? Ça arrive à tout le monde. Enfin, le nombre de personnes qui ont des troubles sans rien dire, c'est vraiment énorme. Arrêtez d'écouter aussi ses copains quand on est en soirée et que on dit nous on le fait 3 fois par jour et tout se passe bien. Non, c'est faux. Je crois qu'on l'a tous, cette pote, là, qui étale son bonheur sexuel devant ses amis. Oh, bah nous, c'est tous les jours avec Mathieu. Ouais, non, là-dessus, y a vraiment pas de problème, Non, parce que j'ai entendu dire que Clotilde, elle le faisait que 1 fois par semaine. Oh, c'est chaud, non ? Et nous à côté. 1 fois par semaine. C'est beaucoup déjà. C'est vraiment, j'ai encore eu des personnes qui viennent et qui me disent oui, mais mes copains, eux, c'est comme ça. Ben non, vraiment. Peut-être qu'il y a encore une fois, il y a encore des exceptions, mais la norme, c'est vraiment pas ça. Et également, la honte, en fait, elle va vraiment isoler. On va rester avec son trouble. Ça, il va pas s'améliorer tout seul, en fait. Enfin, il y a très peu de chances qu'il s'améliore tout seul, alors que la parole va déjà libérer un poids. Ça peut être la parole avec un thérapeute, mais ça peut être aussi la parole avec une personne de confiance où on va se dire, je sais que cette personne, elle me jugera pas. Voilà, parce que mettre des mots sur ce qui se passe, là, ça va permettre vraiment de relâcher la pression. Et évidemment, ça va être ce pas-là, le fait d'en parler à une personne, ça va être la chose la plus difficile. Mais c'est le premier pas vers une reconnexion au plaisir partagé. Mais d'ailleurs, qui va consulter un professionnel ? Est-ce que ce sont des personnes trentenaires, des personnes jeunes, des personnes âgées ? Est-ce que c'est un peu tout le monde ? Les plus jeunes ont une 20aine d'années. La plus âgée, elle a autour de 60 ans. Et après, de ceux que j'ai actuellement. Et après, oui, t'as soit des hommes, soit des femmes qui viennent consulter. T'as des couples hétéros ou homos qui sont ou même bisexuels d'ailleurs. T'as des couples. J'ai beaucoup de couples ouverts du coup. Voilà, j'ai un peu de tout. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Ça, c'est vraiment pour tout. Qu'on parle d'amour, de franchir la porte d'un club libertin, d'avouer à son ou sa partenaire qu'on s'est trompé, que c'est de notre faute, enfin bref. Heureusement, il y a Internet. Et ça peut permettre de briser certaines barrières, trouver tes réponses, et tout ça tranquillement, depuis ton canapé, en pyjama. J'ai beaucoup de personnes qui vont être, on va dire au-dessus de 45 ans, qui sont venus vers moi parce que je suis en visio et ils peuvent rester dans leur cocon chez eux. Et comme ça, il n'y a pas besoin on les verra pas pousser la porte de la sexothérapeute et parce que c'est encore honteux d'en parler. Donc ça, je le vois très bien. Alors que les jeunes, ils vont plutôt consulter parce que ils ont un début de problématique et ils veulent justement tout mettre en œuvre avant que ça devienne trop gros et que ce soit parfois trop tard. Donc vraiment, ils vont beaucoup plus anticiper. Voilà, ils sont plus sur les réseaux, donc ils le voient tout ça que c'est de plus en plus. On en parle de plus en plus et que ça peut se faire dans la bienveillance. Qu'il y a, par exemple, pour les couples libres, j'ai encore hier un couple qui m'a dit qu'ils avaient été d'abord voir une thérapeute classique qui les a beaucoup jugés, qui a demandé à ce qu'ils se séparent parce que madame n'a accepté trop de trucs, voilà. Et du coup ils eux-mêmes le voient qu'il y a de moins en moins qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont ouverts à ça, que ce soit leur spécialité ou non, et donc ils vont en venir avant qu'il y ait une grosse problématique. Un ou une sexologue, c'est pas une personne qui va te dire fais ci ou fais ça, mais c'est une personne qui va t'aider à... Oula, c'est vaste. Je me doute. C'est une personne qui va t'aider à mieux te comprendre, à trouver la sexualité qui est faite pour toi,
à surmonter tes blocages, tes peurs, tes a priori, tes croyances limitantes. C'est surtout pas une personne qui va te dire quoi faire, c'est une personne qui va t'accompagner en fait, c'est toi qui vas faire le plus gros du boulot. Elle est vraiment là pour t'accompagner. Et justement, si on trouve un professionnel qui là va donner des ordres, dire ce qu'il faut faire de sa vie, etc. Là, faut fuir parce que c'est pas la personne n'a pas à décider pour nous-mêmes. Comment on peut te trouver si on a envie de consulter? Oui, alors il y a là où je suis la plus active, ça va être sur Instagram à nelia.sexothérapeute, donc Nelia Nelia. Donc là, je suis vraiment très active, je réponds à tous les messages, je poste tous les jours et après pour me consulter, j'ai mis en place un appel découverte qui est gratuit. Donc là, ça va être pour les gens justement qui ont des appréhensions à consulter. Cette consultation gratuite, elle va permettre de mieux comprendre comment je travaille. Moi, je vous explique aussi comment je peux vous accompagner. Je vous pose des questions sur votre problématique, du coup ça permet d'un peu déposer ce qui est un peu trop lourd pour vous et voilà, ça permet de voir si le feeling passe et si vous avez envie que je vous accompagne. Le plus souvent, je sais pas si c'est le cas, mais les gens consultent vraiment en dernier recours et des fois ça peut être un peu tard. Oui, c'est ça. Généralement, ça fait plusieurs mois, voire pour certaines personnes plusieurs années que ces personnes souffrent. Et je trouve ça vraiment dommage de se priver d'un pan de sa vie qui est censé être que du fun, que de l'amusement, que du plaisir. Et en fait, de consulter vraiment au premier signe, ça va permettre de tout de suite, cet engrenage dont on parlait juste avant, de tout de suite le désamorcer. Et également, pourquoi pas consulter avant que ça aille mal, pour en fait avoir les clés pour si jamais un jour ça arrive. Ça y est, c'est le dernier épisode de Libre. Alors, le dernier épisode mensuel, rassurez-vous, la chaîne continue à perdurer et il y aura toujours donc les épisodes et de nouveaux qui vont arriver. Mais le format mensuel, après 2 ans de bons et loyaux services, s'arrête parce que c'est quand même un sacré taf, on va pas se le cacher, sur beaucoup de points, que ce soit pour le montage, mais sur le tournage, la recherche qui est très approfondie au niveau de tout ce qu'on a pu faire en termes de thèmes, effectivement. Comme je vous disais, donc pas un épisode chaque mois. Je vais prendre un peu mon recul. Te poser. Ouais, exactement. Avec le boulot, tout ça, c'était un peu compliqué à la fin, même si j'adore et même si on adore faire cela, tout ce qui est transmission et ça nous a fait pas mal vivre sur beaucoup de points. Oui, puis j'ai beaucoup aimé être face à la caméra, c'est pas forcément simple. Et j'ai appris, puis on voit au fil des vidéos que je suis de plus en plus à l'aise. Oui. Même à la fin, j'ai enlevé mon loup. Exactement. Exactement. En fait, j'ai beaucoup apprécié faire ça, et surtout avec toi. Oui. Et surtout, donner des réponses à vous qui vous posez plein de questions, et si on peut vous guider sur certaines choses, c'est génial. Exactement. C'était le leitmotiv et ça l'est toujours pour la chaîne Libre. Ce qui vous attend de votre côté maintenant pour la chaîne, donc ce sont des nouveaux épisodes, donc bien sûr, donc pas mensuellement comme je vous disais, mais de temps en temps. On aura l'idée aussi de faire des lives avec notamment donc peut-être la communauté de la boîte de Pandore, où je suis staff, qui est une communauté donc Discord libertine et BDSM qui est exceptionnelle pour nous. Ils sont bienveillants, c'est vraiment une communauté bienveillante. Tout à fait. C'est là, on a fait plusieurs serveurs et très clairement la boîte de Pandore, c'est pas pour leur jeter, mais et pas non plus parce que je suis staff, mais non, c'est vraiment un espace très bienveillant.
Donc des lives effectivement, des nouveaux formats, peut-être des podcasts audio comme je parlais donc dans l'épisode 25, pourquoi pas des FAQ spéciales, des formats longs, des choses que je voudrais aussi tester en termes de vidéos pour la chaîne libre avec des nouveaux formats. En tout cas beaucoup de choses et effectivement toujours centré sur la diversité des sexualités, le consentement, le plaisir mutuel et bien sûr la découverte et la diversité des personnes. Parce que c'est ce qui fait vivre en fait dans cette société, on en a besoin. Si la chaîne t'a aidé à accepter qui tu es, à explorer ta sexualité sans honte, à comprendre le libertinage ou même le BDSM différemment, à oser en parler à ton ou ta partenaire, à te sentir moins seul dans tes questionnements, alors on a réussi notre mission. Tout ça pour vous dire qu'on voulait vous dire merci. Merci à vous, la communauté libre, ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous connaissent depuis maintenant aujourd'hui. Merci à tous d'avoir commenté, liké, partagé les vidéos. Merci à ceux et celles aussi qui ont posté beaucoup de questions, avec des interrogations par rapport à beaucoup de choses sur leur couple, sur la sexualité, comment s'épanouir, comment lâcher prise. Vous n'étiez absolument pas les seuls, c'est pour ça aussi que l'épisode était là. Et merci bien sûr à Raven qui est là, donc notre voix off depuis 1 an et 1 mois. Joyeux anniversaire. En soi on l'a fêté en allant au resto. Mais et puis qui nous a offert surtout ces très beaux t-shirts avec derrière staff, le staff de livres. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je pense que oui. C'est une voix off qui avant de faire livre faisait aussi donc la voix off de Kodioko Biyang que vous voyez actuellement donc sur l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Zana est en train d'attaquer le cœur de Lyoko. William, j'ai menti en épisode. Qu'est-ce que tu fais aux commandes? Je pense pouvoir vous aider. Waouh. Déjà, merci Flo, Chou, de m'avoir accordé votre confiance pendant 1 an, d'avoir été votre voix off pendant 1 an. On est en novembre actuellement et ça fait 1 an et 1 mois qu'on collabore ensemble depuis l'épisode 13 et on en est à l'épisode 26. Waouh. Le temps passe vite quand on s'amuse comme on dit et merci, j'ai pas d'autres mots. Grâce à vous, j'ai pu expérimenter la voix off, expérimenter le doublage comme je voulais le faire depuis quelques années maintenant. Et c'était incroyable, franchement, juste topissime. Je vous ai découvert en étant simple spectateur, en voulant me renseigner sur le monde libertin. Et 1 an plus tard, je me retrouve à être la petite voix de C'est pas sorcier pour Fred et pour Sabine, hein, les gens sur le terrain, donc vous deux. C'est juste incroyable. Jamy, hein, il est resté au camion évidemment. Voilà, j'ai pas d'autres mots hormis merci pour cette année incroyable. Et merci à vous, spectateurs de YouTube, pour les silencieux comme pour ceux qui suivent les aventures assidûment. Merci des retours que vous avez faits, merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires qui nous ont bien fait rire et voilà, pour la motivation que vous apportez. Incroyable, vraiment juste incroyable. Ouais, désolé si je regarde pas la caméra, mais c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Et j'ai jamais montré mes émotions en étant face caméra. J'ai toujours baissé les yeux et j'ai cherché à me planquer, mais c'est comme ça. Donc ça a été effectivement aussi une voix off importante pour le développement de la chaîne. Vous êtes très proche des 2000 abonnés et plus de 15 000 ce qu'on appelle chez nous impressions, donc 15 000 vues sur toutes les plateformes confondues où il y a donc la chaîne de libre. Merci aussi à YouTube de ne nous pas avoir bannis. Alors on déconne bien sûr, parce que la chaîne était avant tout, et c'est pour ça qu'elle n'est pas bannie, ou qu'il n'y a pas de shadow ban. C'est une chaîne qui parle notamment beaucoup de prévention et surtout d'éducation. Ce n'est pas une chaîne effectivement dédiée juste sur des domaines qui sont pour adultes. C'est surtout de la découverte et vous montrer beaucoup de points, donc c'est un terme éducatif, c'est pour ça que ça passe sur YouTube. Donc la chaîne ne s'arrête pas, reste active.
Les shorts continueront encore pendant facilement une bonne année sur toutes les plateformes confondues, donc TikTok, Instagram, YouTube bien sûr. Vous nous retrouvez aussi sur Wild avec la chaîne libre avec 2 abonnés actuellement. C'est là où on a le moins. C'est mieux que rien. C'est mieux, exactement. Alors voilà, c'est pas vraiment un adieu, c'est plutôt un à bientôt. La chaîne reste là, les anciens épisodes aussi. Et n'hésite pas à les revoir si tu as besoin, à les partager et même à les conseiller à des potes qui se posent aussi des questions, tout comme toi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos partenaires bien sûr, de vos limites, prenez soin de vos limites, de vos envies bien sûr aussi. Explorez, communiquez, jouissez, mais surtout restez libre, c'est le plus important. On vous fait de gros bisous et ciao. Bah allez, faut bien. Tchuss.